Pour cette deuxième partie du cours sur la map Night and Day, nous allons commencer par nettoyer un peu cette map en enlevant beaucoup d'acteurs pour nous concentrer sur la création du ciel et des nuages. La méthode que j'utilise va vous permettre par la suite de vous-même apprendre à décomposer des maps pour pouvoir par la suite mieux comprendre comment ils ont été créés. Alors commençons par cliquer sur un acteur. Si j'appuie sur la touche F4 du clavier, je fais apparaître ses propriétés et je vois que cet acteur est une static mesh. Donc je vais déjà commencer par supprimer toutes les static mesh de cette scène. Alors pour cela, je peux aller ici sur ce qu'on appelle la jumelle. C'est en somme une possibilité de recherche. Là, vous voyez tous les acteurs qui se trouvent dans la scène. Alors ici, je fais une recherche sur les static mesh. Ensuite, il suffit de sélectionner la première static mesh. Et par exemple, dans ce cas, on peut prendre, vous voyez, nous n'avons que des static mesh. La dernière, Shift et Delete. Alors si vous voyez apparaître ce message, eh bien vous faites continuer. En somme, ces static mesh ont une relation avec le Kismet. Alors continuons avec les arbres qui ont été créés avec le modeler SpeedTree, ce que l'on a vu justement dans la première partie. Ensuite, vous voyez ici que nous avons aussi ce qu'on appelle des particules, donc ils ont le nom d'émetteurs. Alors je mets émetteur. J'ai tous les émetteurs de particules que je peux sélectionner et aussi supprimer de la scène. Ensuite, si je clique par exemple sur cette icône, vous voyez qu'ici vous avez ce que l'on appelle les sons d'ambiance. Donc ça nous permet en même temps d'étudier un peu les symboles des différents acteurs. Ambiance sound. Alors je mets simplement les premières lettres, cela suffit. Et je supprime tous les sons d'ambiance dans la scène. Là, nous avons ce qu'on appelle les matériels intensiers, nous en avons déjà parlé. Là, nous avons donc la végétation. Vous avez justement ici une information qui vous permet de savoir combien d'acteurs sont dans la scène. Alors, on commence à avoir bien épuré la scène. Maintenant, concentrons-nous par exemple sur cet acteur qui est une caméra. Nous verrons par la suite l'utilisation de l'acteur caméra pour faire justement des cinématiques. Nous avons ici justement ce que l'on appelle des volumes de réverbération, c'est-à-dire que le son qui se trouve à l'intérieur de ces volumes va avoir un effet de réverbération dans la scène. Alors, réverbération. Nous avons aussi d'autres volumes, ce qu'on appelle des volumes de blocage. Vous voyez à cet endroit donc un volume de blocage. Si je fais Go to, vous voyez, on atterrit sur le volume qui se trouve justement ici. Il est sélectionné à cet endroit. Alors supprimons tous ces volumes de blocage, car pour l'instant nous n'en avons pas besoin. Nous allons maintenant encore supprimer donc les interpolations acteurs. Alors vous voyez par exemple, je sélectionne celui-ci, je fais Go to. Je me mets en mode fil de fer et vous voyez ce sont ces acteurs qui sont ici. Ce sont ces fameuses static mesh que l'on a convertis pour les rendre animables. Interpolation actor. On supprime ces interpolations actor à l'excepté du 267 et du 321. Alors je commence à nettoyer donc ces acteurs. Voilà, je m'arrête à 260. Je dois donc laisser le 267, donc celui-ci. Alors, je vais pratiquer comme ceci. Voilà. Et ensuite, je dois aussi garder le 321. Donc, je vais aller jusqu'à 320. Donc, je garde ces deux-là et je peux supprimer les autres. Alors, ceci est important car c'est les deux qui nous intéressent justement pour la suite des explications, donc en ce qui concerne le ciel et les nuages. Alors nous pouvons encore supprimer donc les points light et les spotlights. Alors voilà en somme ce qui doit rester dans la scène. On laisse
tous ces acteurs. Alors on peut fermer cette fenêtre et cette fois-ci on va sauver cette map avec un autre nom pour justement sauver tout ce travail. Alors Save As. Alors regardons ce qui s'est passé dans le Kismet justement en supprimant tous ces acteurs. Alors j'ouvre l'éditeur de Kismet et je constate ici par exemple, vous voyez vous avez beaucoup de points d'interrogation. En somme ça ce sont tous les acteurs que vous avez supprimés. Vous pouvez faire aussi un nettoyage ici, par exemple en faisant break all links, c'est-à-dire que vous coupez tous les liens donc sur ces différentes sorties de l'outil Matinée. Et ensuite vous pouvez alors par exemple faire un lasso autour de certains acteurs ici qui sont justement des points d'interrogation. Donc avec la touche alternate, si vous vous souvenez, voilà, par exemple je sélectionne ces trois et je fais delete. Alors voilà, ça va prendre un peu de temps, mais vous pouvez par exemple nettoyer donc toute la séquence Kismet. Alors concentrons-nous maintenant sur la création du ciel, ce qu'on appelle aussi la skybox. Alors je commence par sélectionner cette skybox en cliquant ici à cet endroit dans l'éditeur. Vous voyez apparaître ici les trois axes pour pouvoir faire une éventuelle translation. Alors une fois que la skybox est sélectionnée, nous allons voir comment elle est constituée. Alors pour cela je peux faire bouton droit, recherche dans le browser et je constate que c'est justement une static mesh. J'ouvre l'éditeur de static mesh et je vois que c'est une simple sphère. Vous voyez si je me mets en mode fil de fer, qui n'a absolument pas de collision, car si je fais show collision, il n'y a pas de collision sur cette sphère. Cette sphère est par contre constituée de 4 canaux UV, vous voyez. On constate aussi qu'aucun matériel n'a été attribué à cette sphère. Et ici vous avez les différentes résolutions du mapping, donc la light map, les coordonnées UV et la résolution de la light map. Donc la light map est ce qui nous permet d'éclairer la sphère. Si nous passons en mode éclairage, eh bien on constate que cette sphère a quand même une texture. D'ailleurs qui est aussi une texture qui est animée, car si je me mets en real time, pour retrouver cette texture, eh bien c'est tout simple. Il suffit de procéder de la façon suivante. Alors, avant de continuer, j'aimerais signaler que cette sphère a un diamètre, vous voyez ici, de 400, donc une échelle de 400, ce qui fait que l'on ne peut pas voir cette sphère dans l'éditeur. Ça, c'est une autre sphère, attention. Alors, on sélectionne donc la sphère, ensuite on appuie sur la touche F4 du clavier pour faire apparaître les propriétés donc justement de cet acteur animé. Et si vous développez ici la partie static mesh composante, sous render, vous avez ici la matière est utilisée. Alors pour voir cette matière, il suffit simplement de cliquer sur cette loupe pour faire apparaître cette matière dans le browser. Et vous constatez que c'est un matériel intensier. Ouvrons l'éditeur de matière intensier. Vous voyez ici que nous sommes en real time, donc c'est ce bouton qui permet d'animer ou de supprimer l'animation dans le preview. Et vous voyez ici donc que nous avons tout plein de paramètres sur lesquels nous allons pouvoir agir grâce au Kismet et à l'outil Matinée. Cette matière intensier eh bien, a été créée à partir d'une autre matière qui est une matière que l'on peut ici, en cliquant de nouveau sur cette loupe, retrouver dans le browser. C'est cette matière qui va être la matière de base du ciel. Ouvrons l'éditeur de matière et regardons comment est constituée cette matière qui crée le ciel. Eh bien, on constate ici que cette matière, vous voyez, est faite de beaucoup de modules différents. Alors nous allons essayer de comprendre un peu à quoi servent tous ces modules et comment ce ciel a été constitué. Donc ici vous avez la fenêtre Real Time, donc la fenêtre du preview ici.
Alors nous avons déjà vu dans le cours pour débutants et intermédiaires comment l'on peut créer une matière dans cet éditeur de matière. Dans le cas présent ici, nous allons voir les différences importantes. La première chose que nous constatons, c'est que le ciel fonctionne comme un émetteur de lumière, vu que l'on utilise la partie émissive du matériel Preview. La deuxième chose est que le système d'éclairage est un système qui est créé par l'utilisateur. Alors ici, vous voyez, nous rentrons sur Custom Lighting. Alors si l'on ouvre ici Matériel, on voit ici que le modèle utilisé est un modèle créé par l'utilisateur. Ce n'est pas un modèle ni Phong ou isotropique par exemple. Ensuite ici, le Blend Mode est sur opaque. À cet endroit, on a rajouté donc un module qui va nous permettre d'agir sur l'intensité de la lumière dans le ciel. Ici, par exemple, mettons 2 et regardons ce qui se passe dans le preview. Vous voyez que l'intensité de la lumière est plus importante. Alors, ce module, il se trouve à cet endroit. Paramètres, New Scalar Paramètres. Donc, là, on donne un nom à ce paramètre et une valeur par défaut. Maintenant, si je reviens dans le matériel intensier, on retrouve ici ce fameux paramètre Sky Brightness. Ensuite, on pourra, grâce au Kismet et surtout à l'outil Matinée, faire varier ce paramètre et donc indirectement l'intensité de la lumière dans le ciel. Nous venons donc d'étudier le paramètre Sky Brightness. Alors celui-ci est appliqué à un multiplicateur, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir sur la partie A du multiplicateur cette image et comment cette image a été créée. Donc si on suit le lien sur l'entrée A du multiplicateur, on atterrit sur un nouveau module qui est un module d'interpolation linéaire. Ce module fonctionne de la façon suivante. Ce module mélange les deux entrées A et B par rapport à une troisième entrée qui est utilisée comme un masque. Ceci peut être considéré comme un masque pour définir les transitions entre les deux textures A et B, comme par exemple un masque de calque dans Photoshop. Alors l'intensité du canal alpha va définir de quel côté on se trouve. Si par exemple le canal alpha est un blanc, alors ce sera l'entrée A qui sera prise en considération. Par contre, si le canal alpha est un 0, c'est-à-dire un noir, eh bien ce sera l'entrée B qui sera prise en considération. Et entre deux, nous avons toutes les couleurs intermédiaires. Alors sur l'entrée A de ce module, on a ici toute une partie qui va nous permettre justement de créer un dégradé et aussi à un moment donné, vous voyez par exemple avoir, grâce à un texture simple ici, des étoiles. Si je clique ici sur ce texture simple et que je recherche dans l'explorateur de browser, vous voyez que j'ai des étoiles. Donc toute cette partie va nous permettre de créer à un moment donné un ciel étoilé ou bien comme on est actuellement avec un dégradé dans les bleus. Coupons pour la suite ce lien et connectons ce lien à un module à 3 vecteurs, donc avec cette couleur bleue. Alors maintenant, il nous faut nous intéresser à l'entrée alpha de ce module. Eh bien, sur cette entrée alpha, on a, vous le voyez ici, si on suit donc tout le chemin, là, on passe à travers ces différents composants, on remonte comme ceci et on arrive ici à un texture simple. Voilà, je clique sur cette loupe et voilà la texture qui est appliquée à cet endroit. Vous voyez que ce sont des nuages. Alors effectuons un copier-coller de ce module. Je le sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V et je vais déplacer ce module à cet endroit. Je relie ensuite la sortie rouge du texture simple sur l'entrée alpha de ce module
et vous voyez que l'on obtient déjà un semblant de ciel. Nous voyons ici qu'en réalité nous avons la composition de deux textures simples, un texture simple qui est ici, qui passe par ce canal, et vous voyez vous avez une addition, et sur le canal B vous avez un autre texture simple qui a été créé ici et qui est cette image. Donc nous avons ces deux textures pour créer notre ciel. Alors faisons une simulation, je fais de nouveau un copier-coller de ce deuxième texture simple, CTRL-C, CTRL-V, que je déplace. Donc nous avons les deux textures simples. Ensuite, je vais mettre entre les deux un module addition. Donc bouton droit, mathématiques, add, et je vais relier les deux canaux. Et ensuite, je peux relier ceci sur ce canal alpha. Là, nous avons donc la composition des deux textures simples. Alors maintenant, pour faire bouger donc un peu ces nuages, on va rajouter donc sur l'entrée UV ce qu'on appelle un module pan. Donc c'est un module qui permet de faire une animation suivant l'axe des X ou suivant l'axe des Y. Bouton droit, coordonnées et New Panner. On relie la sortie à l'entrée UV et ici il va falloir qu'on mette sur l'entrée Time une sorte d'horloge. Alors c'est un autre module qui s'appelle Time, qu'il faut aussi chercher, que l'on trouve donc dans Utility, New Time, qu'on relie donc à l'entrée Time du panner. Maintenant ici il va falloir qu'on mette des valeurs. Alors mettons par exemple une valeur de 0,1 suivant l'axe des X. Et vous voyez ici donc le déplacement. Voilà. Alors on peut bien sûr faire la même chose sur l'autre texture simple. Alors mettons peut-être la même sortie. Voilà, comme ça on a un déplacement en même temps des deux nuages. Eh bien si l'on observe justement, vous voyez ici cette partie donc des modules, eh bien ici vous voyez que vous avez un panner, mais alors ce panner est ici avec une valeur extrêmement faible, ce qui fait que la texture ici se déplace vraiment très tranquillement. Là vous avez le module Time qui va se trouver à un autre endroit. Alors ici il est en somme à cet endroit. Et puis en plus ici il a été utilisé un multiplicateur avec une constante de 4 pour accélérer encore ici le temps. Si nous regardons cette partie ici, donc ici un texture simple, là un panner qui permet de déplacer soit en X, soit en Y ou bien en XY. Ensuite sur l'entrée du panner et sur son entrée coordonnée, on a un module texture coordonnée qui nous permet en somme de répéter la texture. Pour voir ceci, on va changer ici les valeurs et mettre par exemple 2 suivant l'axe des U. Et là vous voyez le résultat. À condition de bien sûr bien sélectionner ici cette petite case jaune. Alors mettons dans l'autre sens ici aussi 2. Ce module nous permet en somme de répéter une texture. Alors faisons cette expérience à cet endroit. Donc coordonnées, texture coordonnée, que je relie donc à l'entrée coordonnée du module panner. Et je change ici, je vais mettre 2 en V. Et là, on voit tout de suite le résultat. Vous voyez, vous avez deux images qui sont répétées et puis ici dans le preview ce qui se passe. Alors vous voyez que on peut créer facilement donc des textures différentes grâce à ces différents modules.
Alors revenons dans la situation d'origine. Alors il suffit de relier donc ici sur l'entrée alpha. Ensuite vous pouvez ici supprimer tout ce qui est temps réel en cliquant sur cette petite icône. Nous devons encore rétablir ce lien donc. Voilà. Alors ici nous voyons que nous avons tout ce qui est la partie de création des étoiles. Alors, nous venons de voir le principe donc de tous ces modules, le multiplicateur, l'additionneur, la texture simple. Alors, on voit bien que c'est des étoiles. Ensuite, là, vous avez le texture coordonnée, donc la répétition donc des motifs de texture. Alors, ceci est appliqué ici sur un additionneur. Et ensuite, vous allez dans cette entrée A de l'interpolateur. Le module désaturation va nous permettre de désaturer la couleur qui arrive ou les couleurs qui arrivent sur son entrée ici par rapport à un certain pourcentage. En somme, les couleurs vont passer en différentes nuances de gris. Vous pouvez donc agir ici sur les différentes désaturations par rapport au canal rouge, au canal vert et au canal bleu. Ce sont ici, en somme, les valeurs de désaturation. Si l'on agit maintenant sur ce module paramètres désaturation, on voit l'effet directement donc dans la fenêtre Preview. Alors par exemple, je change ici la valeur et je mets 1. À ce moment-là, vous voyez que vous désaturez complètement toutes les couleurs et que vous vous trouvez dans une palette de gris. Remontons maintenant la chaîne pour voir comment ce dégradé de couleur a été créé. Je remonte à cet endroit. Ici, je tombe de nouveau sur les fameux modules d'interpolation. Alors, on voit ici que on a une couleur qui est définie donc avec ces valeurs ici, qui est la couleur du haut du dégradé, avec la possibilité donc d'agir ici sur ces paramètres. Ensuite, le bas est constitué de ces trois modules, avec toujours les mêmes possibilités d'action. Et sur l'entrée alpha donc de ce module, on trouve le dégradé, mais qui est ici un dégradé en noir et blanc. Alors, ce dégradé est fait de la façon suivante. La sortie du module texture coordonnée rentre dans un module masque où l'on sélectionne à cet endroit la couleur que l'on veut laisser passer. Donc ici, c'est le vert. Là, vous avez une constante qui est à 2. Ensuite, vous rentrez dans un module Power qui va nous donner la possibilité d'agir sur le contraste. En somme, c'est une base qui est multipliée par un exponentiel. Le tout rentre dans un module qui va inverser donc l'image, qui elle-même rentre de nouveau dans un module Power avec de nouveau la valeur exponentielle ici qui est à 2 et le tout de nouveau dans un modèle d'inversion. Alors agissons par exemple sur cette valeur, mettons 4. On voit tout de suite l'effet ici, donc sur le dégradé. Alors changeons le paramètre étoile ici, mettons-le à 1. Et nous constatons à ce moment-là que dans le preview, des étoiles apparaissent donc dans le ciel. Si l'on regarde les liens de ce module, eh bien il vient sur cette partie que nous avons étudiée précédemment qui est le générateur d'étoiles, eh bien le lien vient sur le multiplicateur de sortie de ce module ici. Et qui lui-même arrive, vous voyez, avec le module ici de dégradé de couleur, avec la désaturation, et ensuite qui se retrouve sur l'entrée émissive du matériel Preview. Nous voyons ici donc le mode d'éclairage utilisé pour le Preview, ici est un mode d'éclairage qui a été fait par l'utilisateur. Changeons par exemple ce mode d'éclairage ici avec la variable Lightning Model. Je mets un modèle de type Phong, donc le résultat dans le Preview. Alors bien sûr, ça pourrait convenir. Mais ici, si on prend donc le modèle fait par l'utilisateur, donc par nous-mêmes,
on est beaucoup plus près de la réalité. Toute la partie lumière donc est construite avec ces différents modules à cet endroit et utilise les mêmes principes que l'on a vus précédemment. Simplement nous allons décortiquer certains modules plus en détail. Alors regardons dans un premier temps le module dot product qui est en réalité un produit scalaire entre deux vecteurs. Donc sur l'entrée A et sur l'entrée B, nous avons des vecteurs qui doivent donc être multipliés entre eux. À ce stade, nous faisons appel au calcul vectoriel. Ici, le module light vector nous permet de calculer la direction de la lumière par rapport à une surface. Réalisons cette expérience. Ici, je vais commencer par ajouter un vecteur light vector. Ensuite, je vais chercher un dot product. Dans la librairie mathématique, on trouve ici le dot product, donc le produit scalaire entre deux vecteurs. Je prends un multiplicateur. Je rajoute ensuite donc deux textures simples, mais vous voyez ici que j'ai ce type de texture que j'ai choisi ici à cet endroit et la normale de cette texture que j'ai mis sur l'autre texture simple. J'ai fait ces liaisons suivantes, donc ici nous avons le calcul vectoriel de ces deux types de vecteurs et nous appliquons ça sur ce multiplicateur. Ensuite le résultat final est appliqué sur l'entrée Custom Lightning, donc en faisant bien sûr toujours bien attention que nous sommes ici sur Custom. Donc ici nous avons créé un modèle d'éclairage et là j'ai choisi comme preview un cube. Alors essayons de comprendre à quoi sert donc ce module. Là j'ai créé un petit exemple. Donc ici j'ai un light vector. Ici j'ai une constante bien sûr à 3 vecteurs vu que je rentre dans un module de produit scalaire. Ensuite la sortie de ce module rentre dans le module constance biase échelle et attaque l'entrée Custom Lightning. Donc on crée donc de nouveau une lumière. Ensuite un petit rappel, si vous appuyez sur la touche L du clavier, vous voyez que vous pouvez changer la source de lumière, la direction de la source de lumière. Alors le module constante biase, en somme, prend la valeur de l'entrée ici et la multiplie par un facteur d'échelle qui est ici de 0,5. Alors mettons par exemple 0,1 pour voir la différence. Si l'on relie directement donc ce vecteur avec ces valeurs ici, donc ce violet, directement sur cette entrée, on voit un peu mieux ce qui se passe. Vous voyez donc suivant la valeur que vous mettez sur l'échelle, vous obtenez donc moins d'intensité sur la sortie du module. Alors nous avons ici à cet endroit un module constant clamp. Regardons comment ce module se comporte. J'ai fait ici un petit exemple. Donc j'ai le module constant clamp et le module clamp qui sont les deux mêmes modules en réalité, se trouvent ici dans Utility, clamp et constant clamp. Alors, à l'entrée de ces modules, je place une texture simple avec cette texture que l'on retrouve dans le browser, qui est un dégradé de gris. Sur les deux entrées du clamp, ici, j'ai mis une constante à 0 et une autre à 1. Donc ici, en sortie, je retrouve la même chose que le texture simple. Alors, le but du constant clamp ou du clamp est de limiter, par exemple, tout ce qui passe en dessous. Par exemple, si je mets ici 0.3, donc toutes les valeurs en dessous de 0.3 sont clampées. Alors en réalité, j'ai un gris qui correspond à cette valeur de 0.3. Je peux faire la même chose ici avec le clamp sur la valeur maximum. Alors je clampe par exemple à 0.8, donc je n'irai pas plus haut que cette valeur de gris. Voilà le résultat ici. Eh bien, le constant clamp se comporte de la même façon, sauf la différence entre les deux
et que l'on trouve directement les valeurs à cet endroit. Alors là, nous avons un module Fresnel. Alors regardons comment fonctionne ce module. Voilà l'exemple que j'ai construit. Donc ici, vous avez une texture coordonnée, donc 5 par 5, donc ça va multiplier la texture qui se trouve ici dans le texture simple. Cette texture rentre dans l'entrée normale du module Fresnel. Ici, nous avons un module d'interpellation donc entre les différentes A et B et par rapport au canal alpha. Nous avons déjà vu comment cela fonctionne. Donc ici, j'y mets une couleur rouge. Là, je mets un noir. Et ici, j'ai le module Fresnel. Donc, si je change ici l'exponent et que je le mets par exemple à 1, on voit qu'on change ici ce que l'on appelle le fall-off. Alors, l'expression Fresnel calcule un fall-off qui est basé sur le produit scalaire de la surface normale et de la direction de la caméra. Donc, nous avons de nouveau affaire à du calcul vectoriel. Mais ici, c'est beaucoup plus parlant lorsque l'on change les valeurs qui se trouvent sur l'exponent. Tous les modules qui sont ici sont utilisés pour réaliser le soleil. Alors, pour voir le soleil dans la scène, il suffit ici de tourner, vous voyez votre ciel, jusqu'à ce que vous voyez apparaître justement le soleil qui se trouve ici. Si l'on revient sur le module sphère masque, eh bien, on va voir beaucoup plus facilement l'action de ce module. Alors, je change ici l'atténuation, donc le rayon d'atténuation, et je vais mettre une valeur de 0.1. Regardez le résultat dans le preview. Donc voilà à quoi sert ce module. Alors pour conclure, on voit ici la complexité donc de ce shader. Mais personne ne vous empêche de l'utiliser en modifiant certains paramètres pour en faire un ciel à votre convenance. Pour donner encore plus de réalisme à la scène et en particulier au ciel, il a été ici rajouté une nouvelle static mesh en forme de sphère, mais cette fois-ci déformée, vous voyez, suivant l'axe des Z, on lui a donné une échelle de 2. Et ici, si vous regardez les propriétés, on retrouve dans matériel le matériel intensier qui est utilisé, qui lui-même utilise aussi, voilà, le matériel de base. Ce matériel cette fois est différent car ici vous voyez qu'on agit sur l'opacité donc dans le preview, ce qui rend donc ces nuages transparents, à condition de bien mettre sur le blend mode transparence, et l'on utilise aussi un système d'éclairage customisé. Donc là vous voyez le résultat, vous avez le ciel en arrière ici et le ciel avec les nuages devant, mais cette fois-ci transparent.